nos échanges sur le Forum Montpellier Zéro Carbone. À mes côtés, Serge Zaka, vous êtes agroclimatologue, chercheur spécialisé dans l'impact du changement climatique sur l'agriculture chez ITK, entreprise montpelliéraine spécialisée en agri-intelligence. Pour bien savoir de quoi on parle, rappelez-nous ce que c'est que cette nouvelle science de l'agroclimatologie. Alors, ça tombe bien, aujourd'hui, on est à la Cité de l'économie et des métiers de demain. Et l'agroclimatologie, ça fait partie justement des métiers de demain avec le numérique. Donc, l'agroclimatologie, il y a deux définitions que je vais vous donner. Agroclimatologie, c'est impact du climat sur l'agriculture. Ça peut être à court terme pour l'agrométéorologie et à long terme pour l'agroclimatologie. Donc, plus sur, par exemple, une vague de froid, ce sera plus de l'agrométéo. Et des évolutions de canicule jusqu'à la fin du siècle, ce sera plus de l'agroclimato. Même exercice, le stockage carbone, comment ça marche? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui a parlé de stockage du carbone, beaucoup de monde qui a parlé de nouvelles technologies, de l'hydrogène, des éoliennes, enfin beaucoup de choses comme ça. Mais il faut savoir qu'il y a une technologie qu'on ne maîtrise pas et qui fait tout ce travail de stockage du carbone, c'est la photosynthèse. C'est une technologie en fait développée par le vivant, qui est très simple. C'est en fait les arbres, ils prennent du carbone de l'air, ils le stockent ensuite dans le bois, dans les feuilles, dans les fruits, et ils rejettent de l'oxygène. C'est l'inverse de la respiration. Et c'est ça qui nous permet de respirer au final. Et donc le stockage du carbone, c'est cette faculté qu'ont les plantes à prendre le carbone de l'air, qu'on a par exemple émis par des voitures ou des industries, qui ensuite se retrouve au niveau du sol parce que les feuilles tombent ou les plantes meurent. Et les micro-organismes du sol vont se charger de digérer ce carbone pour le garder dans le sol. C'est le stockage du carbone dans le sol. Très bien. Alors maintenant qu'on a bien compris tout ça, on est ici à Montpellier, donc c'est une métropole de presque 480 000 habitants, qui est très concernée par la problématique de l'extension de la ville sur les espaces naturels, et probablement que Mickaël Delafosse, le président, nous en parlera cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc les effets néfastes de cette bétonisation et peut-être donner quelques pistes pour rendre compatible l'expansion urbaine et la sobriété carbone, le stockage carbone? Exactement. Alors il y a plusieurs inconvénients de cette expansion de la ville. Il n'y a pas qu'à Montpellier, il y a dans toutes les villes de France, bien sûr, et même dans les villages. Déjà, c'est une bétonisation du sol. Donc lorsqu'il y a des événements orageux, notamment du côté de Montpellier, on est dans une zone très marécageuse, et ben, c'est un excès d'eau et qui va venir se concentrer au niveau des égouts. Ils vont forcément déborder au bout d'un moment, notamment avec les épisodes orageux, les épisodes méditerranéens, les épisodes sévenols que nous avons ici. Autre chose, c'est cette bétonisation du sol, ça empêche le sol, cette faculté que le sol a stocké du carbone. Donc c'est à la fois un problème au niveau des orages, mais il y a aussi un problème au niveau du climat, puisque le sol ne va plus stocker ce carbone. Et puis après, il y a d'autres effets néfastes sur la biodiversité, mais également sur des sols agricoles qui pourraient être utiles pour l'agriculture, mais qu'on bétonise. Une des préconisations, et on en a parlé justement dans un forum à la Tribune à Frontignan, c'est la réutilisation des bâtiments à l'intérieur des villes. Il y a des friches à l'intérieur des villes qu'on pourrait par exemple réutiliser, des bâtiments qu'on pourrait réinvestir par exemple pour éviter de déborder sur les bords. Et puis entre nous, est-ce qu'on a besoin dans une société connectée maintenant d'autant de centres commerciaux en bordure des villes, autant de parkings sans panneaux solaires, enfin, il y a un moment, il va falloir aussi avoir une réflexion très orientée sur la sobriété et une différence de mode de consommation dans l'avenir. Parmi les pistes que les métropoles utilisent, donc il y a l'arbre qui est un acteur majeur du stockage carbone. Peut-être on peut rappeler donc quel est son rôle dans la ville. Est-ce qu'il y a des avantages? On imagine bien, peut-être des inconvénients, pardon. Et est-ce que le plan de 50 000 arbres que met en place la ville de Montpellier est suffisant pour les ambitions qu'on a? Alors l'arbre, c'est la plus belle technologie qu'on va parler aujourd'hui, encore mieux que l'éolienne, encore mieux que les panneaux solaires, puisque cet arbre, comme je l'ai dit, peut stocker du carbone. Mais ce n'est pas la principale faculté de l'utilité de l'arbre en ville. Non seulement il faut rendre cette faculté intelligente, c'est-à-dire faire des études sur les besoins en eau de ces arbres qu'on va planter, ou ce que ça va apporter de bénéfique à la ville, mais il n'y a pas que ce stockage du carbone. Je reviens sur quelque chose qui est l'effet urbain. L'effet urbain, en fait, c'est cette faculté que le soleil a à chauffer le goudron
Et ce goudron va servir de radiateur dans la nuit, il va restituer cette chaleur à l'air. Et donc pendant les canicules, on a parfois 10 degrés de plus dans les centres-villes que dans les bordures ou dans les campagnes. Ce qui est énorme au final par rapport à la récupération de l'organisme pendant la nuit à cause de la chaleur. Donc l'arbre, ça a cette fonction de faire de l'ombre. Je vous apprends rien, hein, c'est très simple. De faire de l'ombre sur ce goudron et d'éviter cet effet urbain qu'on retrouve notamment dans les grandes villes et dans le centre-ville de Montpellier. L'arbre, ça a également un rôle pour l'écosystème, pour la biodiversité de la ville, mais ça a également un rôle sur l'homme, puisque au niveau social, avoir des arbres en ville, c'est aussi une ville plus apaisée, mais c'est être un peu plus au contact de la nature. Et être au contact de la nature, c'est être plus respectueux dans l'avenir de la nature, notamment par rapport au changement climatique, de mieux comprendre les enjeux. Voilà. Les inconvénients, parce qu'il y en a, c'est par exemple les racines qui peuvent poser des problèmes, notamment au niveau du goudron, au niveau de la surélévation de ce qu'il y a autour, oui, au niveau des voies de circulation, pas forcément que pour les voitures, mais également pour les vélos, ça peut être très dangereux. Il y a également l'entretien. Les feuilles qui tombent au sol, ça peut être glissant pour certaines personnes qui peuvent, des personnes âgées, ça peut être dangereux par exemple au niveau de la glisse, là c'est actuellement le cas dehors. Mais il y a des inconvénients, c'est qu'il faut un suivi également, et ce suivi ça demande de l'investissement, parce qu'on ne peut pas planter des arbres dans des jardinières, on ne peut pas planter des arbres sans suivi, notamment un suivi hydrique dans une société où il y aura de moins en moins d'eau à cause du changement climatique. Il va falloir mieux comprendre les besoins et donc avoir besoin d'outils un peu numériques, on va dire, de prévision météorologique ou d'études d'évapotranspiration de ces arbres pour mieux savoir, puisqu'il faut qu'ils survivent. Alors, il faut les planter, mais il faut qu'ils survivent. C'est pas une histoire juste de les planter qui meurent dans 2 ans parce qu'ils sont dans une jardinière sans eau. Il faut les suivre pour qu'ils survivent et qu'ils stockent du carbone. Et 50 000 arbres donc à Alors, Montpellier, est-ce que c'est suffisamment ambitieux? ça dépend où ils sont placés. Parce que si on les concentre tous au même endroit, j'ai vu des endroits dans Montpellier où on a planté 20 arbres au mètre carré, on va dire. Alors il faut un petit peu les étaler pour faire un peu plus d'ombre. Donc ça dépend où ils sont plantés. Mais 50 000 arbres, c'est très 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 bénéfique. Oui, c'est un très bon point. Mais il ne faut pas en faire n'importe quoi. C'est-à-dire ne pas forcer. Pour moi, un arbre, c'est pas un arbre qu'on va mettre dans une jardinière sur une place et qu'on va dire on a mis du verre sur la place. Non, c'est un arbre qui doit être en pleine terre et qui doit vivre pour stocker du carbone sur le long terme. Voilà, donc 50 000 arbres, c'est très bien. Déjà, Montpellier est très bien placé au niveau des arbres en ville. Bien sûr, ce ne sera jamais suffisant. Et bien entendu, ça ne stockera jamais autant de carbone que ce que peuvent faire les agriculteurs pour nous, les gens de la ville, en dehors à la campagne, voilà, dans les sols. Alors justement, l'agriculture, on parle de plus en plus d'agriculture urbaine. À Montpellier notamment, la métropole prévoit de sanctuariser une grosse partie, 100 hectares, sur l'agriparc des Bouisses. Est-ce que vous avez des exemples ici ou ailleurs qui montrent le côté vertueux de cette activité? Dans l'agriculture, alors il y a beaucoup de choses qui sont très vertueuses dans l'agriculture, notamment par rapport au stockage du carbone. Il y a une pratique que j'aimerais que tout le monde retienne, c'est une pratique qui permet de préserver le sol, c'est la pratique de l'ACS, agriculture de conservation des sols. C'est une agriculture en fait qui évite de travailler trop le sol. Alors ça dépend vraiment des types de sols, mais en général on évite par exemple le labour. On fait du semi-direct, on fait des rotations qui sont un peu plus longues. On garde un couvert végétal durant l'hiver, c'est-à-dire une culture qui ne sera pas forcément utile à l'économie, mais qui sera utile à la préservation du sol. Et en fait, on augmente le stock de matière organique dans le sol. Et un sol qui est vivant, c'est un sol qui est actif, qui peut digérer des végétaux et qui peut donc stocker du carbone. Et cette pratique qui est l'ACS, on n'en parle pas assez parce qu'on est toujours dans un débat bio et conventionnel, alors que même dans le bio et dans le conventionnel, il y a des choses qui sont très bien pour le climat. L'agroclimatologie, c'est aussi les zones rurales. On a eu un exemple assez malheureux récemment dans l'Hérault avec un épisode de gel violent qui a beaucoup affecté le vignoble. Qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que l'agroclimatologie a pu accompagner ou accompagne les viticulteurs sur ce type d'épisode? Alors, c'est l'agroclimatologie, oui, donc impact du climat sur l'agriculture qui a aidé en fait les vignerons et les arboriculteurs à faire face à cet épisode climatique. C'est grâce au numérique. C'est des solutions qu'on développe par exemple à ITK, à Montpellier même. C'est coupler en fait le stade de développement du végétal au climat. C'est quelque chose qui paraît simple, mais c'est quelque chose de très innovant.
Alors le stade végétal, c'est par exemple un bourgeon qui est ouvert ou fermé. Un bourgeon qui est ouvert, c'est un bourgeon qui va être très sensible au gel. Et à partir du moment où il y a une descente d'air froid, et ben là, il y aura des dégâts. Alors que si cette descente d'air froid elle a lieu plus tôt dans la saison, eh bien, il n'y aura pas de dégâts, le bourgeon est fermé. Et le problème qu'on a eu en avril 2021 avec le vignoble, c'est pas le froid, c'est paradoxal, mais c'est le chaud qu'on a eu avant. Il a fait jusqu'à 28 degrés à Montpellier, il me semble, en fin mars 2021. Et c'est cet épisode de chaleur qui a fait pousser les végétaux, qui les a mis en avance. On appelle ça une phénologie avancée. Et cette avance qui a exposé en fait les parties, les futures feuilles, les futurs fruits, les futures grappes au gel. Et lancer une alerte agroclimatique, c'est-à-dire dire vos végétaux, grâce aux simulations numériques que nous effectuons, à la modélisation, sont dans un stade d'ouverture de bourgeon. Votre bourgeon devient sensible au gel. Et donc, grâce à ce numérique, au final, et au couplage de la météorologie, on va pouvoir dire vous allez perdre, par exemple, 30% de votre récolte si vous ne faites rien, si vous n'activez pas, par exemple, les bougies pour faire face à cet épisode climatique. Donc, le numérique, les métiers de demain, comme je disais au début, l'agroclimatologie, le numérique, la modélisation, c'est vraiment des choses qui sont d'avenir. Et à Montpellier même, à ITK, ou dans d'autres entreprises à Montpellier, nous faisons déjà ces métiers de demain. Est-ce que les agriculteurs aujourd'hui s'en emparent ou est-ce qu'on est encore sur une phase d'évangélisation de la profession? De la profession d'agroclimatologue, de numérique Non, au final. des agriculteurs. Ah. Est-ce qu'ils s'emparent de ces Ah oui, outils bien pour, sûr. Ah, bien sûr. Déjà, au niveau du stockage du carbone, ils n'ont pas attendu que les gens de la ville en parlent ici à la cité pour parler du stockage du carbone. Ça fait depuis au moins 20 ans qu'ils réfléchissent à ces problématiques-là, parce qu'ils veulent enrichir, fertiliser leur sol avec ce carbone. Et donc, ça fait déjà 20 ans qu'ils sont sur ces problématiques. Nous, on en parle là actuellement au grand public, mais les agriculteurs sont largement en avance sur le respect par rapport à la ville, hein, sur le respect de l'environnement et de la biodiversité. Il y a encore des efforts à faire, bien sûr, mais c'est grâce à la science, grâce au numérique, qu'on va pouvoir avancer à petits pas pour pouvoir préserver le climat et préserver la biodiversité. Très bien, merci beaucoup Serge Zaka. On parlera de la nature en ville, on en reparlera cet après-midi. Je vais repasser la main à mon confrère Guillaume Mollaret pour la table ronde suivante qui sera donc vivre dans la ville, aménager nos vies. Merci. Merci à vous.